à Jérusalem. Dimanche, le rameau est de la Passion. Nous ferons focus sur les différentes célébrations à Kinshasa. Dans ces journaux, vous verrez dans un reportage des enfants congolais âgés de 7 à 17 ans en train de se préparer pour le concours mondial de robotique en Afrique du Sud. Ils sont de Kinshasa, Lubumbashi et Mbanza-Ngungu. Et puis le chef de l'État tient à la relance de l'AMIBA, une délégation congolaise au Botswana, pour s'inspirer, madame, messieurs. Voilà tout pour le titre. D'abord, l'actualité. Les éléments de FARDC n'ont pas attaqué Goma, comme l'a souligné le 1-23 et l'AFC dans un communiqué. Le porte-parole de FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, a apporté un démenti sur ces fausses accusations de force négative. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté l'année du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma, les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans le territoire de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Je le disais en titre, viol, vol, tuerie, torture, pillage, c'est le mode opératoire de l'armée rwandaise et de ses supplétifs 1-23 AFC dans les zones occupées, documentées par le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement de la RDC a dressé un tableau sombre de violences perpétrées à Goma et ses environs. Le bilan fait état de 52 morts. C'est un communiqué officiel commenté ici par Oscar Mbalkaïch. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion nationale et internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs continuent de commettre des actes de violation de l'intégrité du territoire national, des assassinats, des tortures, des viols et des pillages. Les faits les plus récents sont les suivants. 1. 52 morts, parmi lesquels un malade tué par balle sur son lit à l'hôpital de Keshero à la suite de l'attaque armée organisée et simulée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC contre les populations civiles de la ville de Goma et de ses environs dans la nuit du 11 au 12 avril 2025 afin de détourner les regards du monde portés sur les crimes odieux et ciblés perpétrés contre les populations civiles.
2. 297 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 72 cas de viol, des centaines de disparus, plus de 146 cas de torture corporelle, ainsi que plusieurs cas de pillage. Entendez, plus de 2000 vaches et des véhicules enregistrés entre le 6 et le 11 avril 2025. 3. Incursion, enlèvement, pillage et destruction des structures sanitaires dans les territoires de Walikale, notamment à l'hôpital général de Kiboua, au centre de santé de Kibati, au centre de santé de Kachebere, au centre de santé de Ruvungi et au centre de santé de Lubonga entre le 5 et le 9 avril 2025. 4. Persistance dans la mise en place d'une administration parallèle avec la nomination des bourgmestres au Sud Kivu et l'ouverture d'une CADECO. Par ailleurs, il est important de relever que les différents braquages, pillages, vols et rafles opérés par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC sur les populations et les institutions financières dans les zones occupées constituent un mécanisme de financement de la guerre par Kigali qui éprouve à ce jour d'énormes difficultés pour prendre en charge ces militaires et supplétifs illégalement déployés sur notre sol. En outre, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC se préparent à commettre de nouveaux massacres et assassinats ciblés contre les populations civiles dans les zones occupées afin de tenter désespérément de faire chanter le FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Les faits cités si haut, qui s'ajoute à ceux précédemment dénoncés, constitue une violation flagrante des instruments internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières continue de documenter ces violations graves perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC afin que justice soit rendue. Fait à Kinshasa le 12 avril 2025, Chabani Luko Biango, Jacquemin. Autres biens en nature collectés par les confessions religieuses ont été remis par le ministre d'État en charge de la justice au vice-premier ministre de l'Intérieur. Les autres détails dans ces reportages divers en Kabwaba. Dans sa logique axée sur la transparence dans la gestion de la chose publique, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, a procédé au nom du commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la remise officielle au nom du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Mwadiamvita, les fonds et autres produits de première nécessité collectés par les églises en faveur du FARDC. Une enveloppe de 72 000 $ et plus de 100 millions de francs congolais et plusieurs tonnes de vivres, a fait savoir le patron de la justice et garde des Sceaux en qualité du ministère des tutelles des églises et des confessions religieuses. Nous demandons aux confessions religieuses qui tergiversent encore de pouvoir emboîter le pas. Il s'agit de notre pays, il s'agit des efforts que chacun de nous devra fournir pour rencontrer la préoccupation du chef de l'État et du VPN de la Défense lui-même qui a cette lourde charge au front. Après la réception de ces offrandes, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a remercié les représentants des églises pour ces gestes de solidarité au soutien aux FARDC et aux Azalendo. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste qui va aller directement à nos forces armées, à nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés les Wazalendo. Mettez vos forces combattantes dans vos prières quotidiennes. Ce soutien a pour but de réconforter davantage les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a expliqué le garde des Sceaux, Constant Mutamba, afin de pouvoir barrer la route à l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Vous allez corriger avec nous, ces premiers lots d'offrandes et autres biens en nature ont été remis au vice-premier ministre en charge de la Défense nationale. Poursuivons cette édition. Les enseignants de territoires sous occupation vont toucher leur salaire par monnaie et électronique. En attente de sa mise en application, une réunion d'urgence a été organisée. Les enseignants congolais vont bientôt commencer à toucher leur salaire par la carte biométrique. En attendant la mise en service de cette carte,
la solution palliative est en train d'être trouvée afin de payer les enseignants des zones sous occupation. Ce cas a été traité au cours d'une réunion présidée par le directeur chef des services de la Dinakopé, Boniface Mbaka, à l'intention de l'intersyndicale du député provincial du Nord Kivu et de la Caritas qui assure la paix de cette partie du territoire national. Effectivement, comme les représentants en province sont sur place et l'opérateur de paix Caritas, particulièrement qui couvre ces zones sous occupation, on a trouvé l'angle avec eux, ils retirent l'argent ici et ils l'envoient par la voie de mobile money afin que les enseignants créés à la main touchent aussi leur salaire comme les administratifs venaient de toucher déjà les leurs. Manu du Nord Kivu s'est dit rassuré quant à cette solution palliative. Leur cri de détresse ne pouvait pas me laisser tranquille. C'est comme ça que je suis venu voir le directeur national. Je lui ai trouvé sur la question et avec beaucoup d'autres responsables du secteur. Et nous sommes rassurés par la réponse nous donnée par donc, le directeur national. Nous sommes toujours ensemble en train de suivre pour que l'enseignant trouve au plus vite sa rémunération. La solution définitive à ces problèmes est la digitalisation du système d'information de la paie de la Dinakopé. Au concours mondial de robotique en Afrique du Sud, les enfants de 7 à 17 ans vont tester leurs compétences. La RDC prendra part à cette compétition. Un groupe d'enfants venus de Kinshasa, Lubumbashi et Mbanzangungu s'y prépare déjà. Gumatundu. Quelques enfants congolais s'apprêtent à défendre l'étendard national lors du concours de robotique du mois de mai prochain à Cape Town, en Afrique du Sud. Ils sont pleins d'ingéniosité et se préparent fiévreusement à cette échéance. On a créé un prototype d'un drone sous-marin, carrément, qui peut aller dans les fonds marins avec la lumière et via une application que je vais moi-même développer. Là, je suis en train de coder le robot, par exemple. Ici, c'est les codes qu'on a fait qui permet à faire avancer le robot. Grâce à tous les appareils qui est accroché au robot, ça nous permet de le contrôler en Bluetooth de loin. Ce préparatif se déroule sous la supervision de leur coach du centre Kolécha. J'aide les enfants à réfléchir sur des problématiques et trouver des solutions à travers les ateliers de robotique et coding. Avec ces ateliers, ils peuvent construire des robots, le programmer, ils peuvent créer des jeux vidéo. Nous formons les enfants entre 17 et 17 ans. Il y a plusieurs équipes. Il y a l'équipe Challenge et Explore. Ce 26 avril aura lieu la compétition nationale. Et après cette compétition, l'équipe gagnante pourra maintenant représenter la RDC à Cape Town. Et c'est vraiment un honneur que nous aussi, qu'on puisse aussi représenter notre pays là-bas. Ces enfants vont rivaliser de talent avec d'autres venus de 4 coins du monde et ils y croient dur comme fer. C'est dimanche dans la capitale. Vous avez vu de catholiques avec de rameaux à la main. Ils ont commémoré l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Dimanche, le rameau est de la passion pour le chrétien catholique romain Jacques Abouaba a sillonné la ville pour vous. Toutes les années, on célèbre le dimanche des rameaux, l'entrée messianique du Seigneur Jésus à Jérusalem, la ville 3 fois sainte. À travers les paroisses de la l'archidiocèse de Kinshasa, les fidèles ont célébré cette fête avec faste. Lorsque Jésus-Christ était entré dans la ville du grand roi David, il y avait une foule immense devant lui avec les rameaux en main. À la paroisse Saint-Maximin-Kolb, les célébrants a, dans son homélie, exhorté les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Il suffit de parcourir les acteurs du récit de la Passion pour voir comment chacun ne pensait que pour lui-même. Pourquoi Judas Iscariote a trahi et vendu Jésus? Pour gagner l'argent. Pourquoi Pilate, le gouverneur romain, a commis l'injustice d'avoir laissé condamner Jésus? Pour se sauver devant une grande foule, il avait tellement peur. Pourquoi Hérode était-il content de voir Jésus? Pour satisfaire sa curiosité. Jésus, par contre, pensait aux autres. Malgré ses souffrances, les humiliations, les insultes, n'avaient cessé de penser aux autres. Quel oubli de soi. Au lieu de blâmer Pierre, il a prié pour lui. Il n'avait pas refusé à Judas de participer au repas. Il lui avait donné
la possibilité de changer ces mauvais plans. Si nous voulons suivre Jésus à l'entrée de Jérusalem accompli et célébrant, nous sommes appelés à suivre son chemin de la croix. Nous sommes aussi invités à suivre son exemple. Penser aux autres, offrir sa vie, arrêter la violence, jamais condamner, aider ceux qui souffrent, consoler les malheureux, être miséricordieux, encourager, pardonner et sauver. Quatre nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la RDC. Le chef de l'État a aussi donné le coup d'envoi de travaux de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Et en début de la semaine qui s'achève, le président Félix Tshisekedi et la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, ont visité de sinistrés de dernière pluie diluvienne à Kinshasa. C'est la semaine du président dans un résumé signé Pierre Kibambi Somwe. Une catastrophe naturelle, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 4 au 5 avril ont causé d'importants dégâts humains et matériels dans des quartiers des municipalités de la capitale. En compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a consacré la majeure partie de la journée de lundi 7 avril à la visite des réconforts des sinistrés et rescapés de ces pluies internées dans le gymnase du stade Tata Raphaël, un des sites aménagés pour accueillir près de 200 familles, parmi lesquelles des femmes et des enfants dont les maisons ont été englouties par les eaux en furie de la rivière Ndjili. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au centre de santé de référence de Vidjana, dans la zone de santé de Lingwala, où 20 sinistrés étaient admis depuis dimanche 6 avril. Le chef de l'État et la distinguée première dame ont fait le tour des salles pour s'imprégner des conditions de prise en charge des patients accueillis dans ces centres, tout en saluant l'élan de solidarité manifesté par la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi et d'autres personnes de bonne volonté. Le président de la République a instruit le gouvernement de prendre des mesures en faveur de tous les sans-abri. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu son assemblée générale ordinaire, sa toute première depuis sa création en 2008. Dans l'amphithéâtre Marcel Liaou, au siège de la Cour de cassation, le président de la République, magistrat suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Dans son discours, le chef de l'État a appelé les magistrats à rendre une justice intègre, sans céder aux pressions ni aux intérêts privés. Les magistrats doivent être garants d'une justice qui assure, rassure et protège les droits fondamentaux des citoyens. Une recommandation du magistrat suprême. Reçus tour à tour à la cité de l'Union africaine, 4 nouveaux ambassadeurs respectivement de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et de Venezuela ont présenté au cours de la semaine leur lettre de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kalousa Farid est le nouvel ambassadeur de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Le diplomate ougandais est détenteur d'un diplôme de master en économie quantitative. Reçu à son tour par le chef de l'État, l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC, Vassil Amianim, est diplômé en philologie et en traduction du chinois et de l'anglais de l'Université nationale Taras Shevchenko de Kiev. Il a exercé de nombreuses fonctions au sein de la diplomatie ukrainienne avant d'être affecté comme ambassadeur en République d'Indonésie et représentant de l'Ukraine auprès de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est. Osman Hussein Alamin Hamed est le nouvel ambassadeur du Soudan en République démocratique du Congo. Il est détenteur d'un haut diplôme en traduction français-arabe de l'université de Khartoum. Le diplomate soudanais a été ambassadeur au Sénégal, ambassadeur adjoint du Soudan en Belgique et directeur exécutif au bureau du ministère de l'Aide et de la Sécurité sociale. Madame Laura Evangelia Suarez a présenté ses lettres de créance au président de la République en qualité d'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela en République démocratique du Congo. Elle occupe les mêmes fonctions en République du Congo et en République centrafricaine. Elle est détentrice d'un diplôme en études internationales de l'Université centrale du Venezuela.
par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, reprise de la desserte en eau potable dans certains quartiers de la ville-province de Kinshasa, prise en charge de sinistrés des inondations à Kinshasa, de titres qui ont marqué l'actualité de votre semaine, résumé par Mamika Dima. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'actualité est restée dominée par les inondations à Kinshasa après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale le 4 et le 5 avril. Le gouverneur de la ville s'était personnellement investi sur le terrain pour évaluer l'ampleur des dégâts. Toujours dans ces mêmes chapitres, un briefing spécial a été organisé. Le ministre de la Communication et Médias a convié 3 ministres concernés directement par ces drames. Il a insisté sur le fait que le gouvernement prend en charge toutes les personnes en détresse. Dans cet élan de solidarité, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale était au chevet des sinistrés et blessés de ces pluies torrentielles. Elle n'est pas restée indifférente face au drame qui a touché une partie de la population quinoise suite aux inondations provoquées par le débordement de la rivière Ndjili après les pluies diluviennes. Maman Marthe Kassalou, à travers sa structure AFEPRO, était dans quelques sites d'hébergement pour apporter un soutien aux victimes de cette inondation. Un offre de soulagement pour les habitants de la partie est et au centre de la capitale qui, pendant 4 jours de pénurie d'eau potable, coulent de nouveau au robinet dans quelques communes de Kinshasa. Toujours en semaine, un constat a été fait. La voie ferrée Kinshasa-Matadi coupée sur la section Kimwinza, Kingatoko et Kasangulu avec la catastrophe naturelle causée par de pluies du week-end dernier. L'ampleur des dégâts nécessite une intervention de grande envergure. Situation similaire à Kimwinza, les ponts qui s'est effondré empêchent ainsi le trafic. Changeons de chapitre, la RDC était représentée à ce grand rendez-vous mondial annuel Investment Meeting Congress 2025 par la première ministre Judith Suminwa. Dans les mêmes cadres, la chef du gouvernement a obtenu pour le port en eau profonde des bananas des engagements des DP World, le 3e plus grand opérateur portuaire mondial. Un nouveau logiciel vient d'être mis en place. Cet outil informatique demeure une solution numérique innovante pour simplifier, fiabiliser et écourter les délais des processus de correction automatique de l'examen d'État, afin d'aboutir à une publication plus rapide des résultats. En justice, démantèlement d'un réseau mafieux de fabrication de faux passeports et de délivrance de faux visas. Les incriminés vont écoper une peine de 20 ans de prison assortie des amendes transactionnelles. L'aérodrome baptisé Général Denis Kaloumé, nom du premier commandant du service national, accueille des petits porteurs et c'est grâce au dynamisme du commandant du service national, le lieutenant général Kassongo Kabwik. C'est déjà la deuxième partie de votre journal magazine. La population est appelée à observer certaines règles d'hygiène, surtout en matière d'alimentation. Vous savez très bien que la nourriture mal préparée ou mal protégée peut causer de dégâts à notre à votre santé. Pati Tundango et Jean-Paul Mouaï. Il s'observe aujourd'hui à Kinshasa un comportement à risque. On peut vendre les aliments et services dans un environnement immonde, sans respect des règles d'hygiène. Bien que conscients du danger, les vendeurs comme les acheteurs s'exposent tout de même. Vendre la nourriture à même les sols peut créer des maladies. En tant que mère, je leur conseille de chercher les étalages parce que vendre à même les sols, ce n'est pas hygiénique. Les immondices mal gérés sont à la base de la pollution de l'environnement. M. Bofongue, expert en santé et environnement, explique. Les immondices sont responsables de la pollution de l'environnement. Ils s'encrisent et libèrent des nutriments, notamment l'azote et le phosphore, et ils sont responsables de plusieurs maladies. Ils peuvent, à la longue, lorsqu'ils produisent de l'azote et les phosphores,
favoriser la prolifération des algues. Et lorsque les algues sont en grande quantité, vous avez des toxines, et les toxines sont responsables de plusieurs maladies, notamment la dégradation du foie, des complications respiratoires, des irritations au niveau des yeux, des douleurs abdominales. Les déchets, l'usage des récipients souillés, le main non lavé sont des occasions pour les microbes de se propager, cible des maladies qui peuvent s'avérer fatales. Il y a énormément de microbes, des micro-organismes qui peuvent être nuisibles à la santé d'une personne. Ces aliments qui sont déjà souillés, quand la personne va ingérer ça, il va avoir généralement les troubles digestifs, les nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales. On peut savoir une détérioration de la qualité des nutriments. On peut perdre des vitamines, des protéines parce que l'aliment est exposé à l'air libre, exposé aux insectes, exposé aux rongeurs et autres choses. Un environnement insalubre expose la population à certaines maladies dites des mains sales, comme la fièvre typhoïde, l'hépatite A et le choléra, causés par les virus et bactéries qui s'ingèrent dans les aliments. Très important. Quand vous achetez des légumes, des fruits, il sera préférable de les nettoyer soigneusement avec de l'eau. Il faut éviter de manger tout près des immondices parce qu'il y a des bactéries qui peuvent quitter l'immondice à travers l'air, qui peut circuler avec des petites particules et se retrouver au niveau de votre alimentation. La gestion des immondices s'avère donc indispensable pour la protection de l'environnement. Il faut bien gérer les déchets, faire le choix, collecter, traiter, recycler. Et donc dans notre pays, s'il faut que nous ayons un système de programme de collecte, de traitement et de recyclage des déchets dans chaque ville, ça permettrait à ce que nous puissions avoir moins d'immondices sur nos avenues. Les soins de santé coûtent beaucoup plus cher que la gestion de son environnement, d'où mieux vaut prévenir que guérir. La puissance des eaux de pluie diluvienne a détruit de vies. Les inondations peuvent être à la base de certaines maladies. Inondations, causes et conséquences ainsi que quelques pistes de solutions dans ces dossiers de Bobette Yenga et Papi Mbongo. Des jours après les dernières pluies diluviennes, les eaux sont de moins en moins visibles et l'heure est au nettoyage. Malheureusement, les pluies s'annoncent encore et la situation revient à la case départ. Plusieurs quartiers sinistrés de la capitale portent encore les stigmates de la catastrophe naturelle. Parmi les causes de ces inondations meurtrières et destructives, quelques activités et comportements des Quinois. Njili était caractérisé par une vallée assez importante. La pression foncière, cette vallée est une vallée qui s'est transformée en zone résidentielle. Lorsque maintenant vous venez construire dans ces milieux-là, vous créez, donc vous limitez en fait l'expansion de la rivière, donc vous augmentez son débit, son volume, et sans compter maintenant tous les déchets qui s'accumulent, qui font que par le bas également, les niveaux se relèvent. Il y a aussi, enfin, la prise d'eau sur la rivière Njili, juste après le pont de la Njili, vous avez cet ouvrage de la régie des eaux qui se trouve en travers de la rivière. Donc, quand vous avez une quantité importante d'eau, ça peut également refouler. Les conséquences des inondations déstabilisent la vie des familles à Kinshasa. Quand les eaux débordent, eh bien, eux, ils ont subi maintenant les conséquences. Ils ne sont pas responsables des inondations. Mais c'est le volume d'eau, la précarité de leur construction et de leur quartier affecte maintenant donc le nombre de morts que nous connaissons. C'est par rapport à la précarité des quartiers, des conditions, des bâtiments dans lesquels les gens habitent. Sur le plan sanitaire, l'on redoute d'une contamination de l'environnement et de l'eau. Le ministre provincial de la Santé tire la sonnette d'alarme. En effet, des maladies hydriques et des épidémies s'invitent. Le danger, vous savez qu'il y a eu de l'eau qui s'est débordée. Et puis de l'eau qu'on appelle Njili, cette rivière-là a plusieurs choses dans ses contenus qui se sont entrées et infiltrées dans leur maison. Il y a plusieurs choses. Il y a des épidémies qui peuvent être ces personnes-là puissent vivre en sécurité sanitaire au moment où toutes ces choses vont se passer. Ce que nous faisons, c'est maintenant mettre les plans de désinfectation, d'ératisation et désinsectisation de lieux
pour qu'eux rentrent dans la sécurité. Et puis, faire ce qu'on appelle la sensibilisation sanitaire, leur montrer à la population les dangers qui courent à aller habiter dans les zones là, parce qu'il y a des zones, nous devons les dire carrément, qui doivent être supprimées, ou carrément que des personnes doivent être délocalisées parce que ce sont des zones en risque sécuritaire, même sur le plan de la sécurité sanitaire. Les pistes de solutions sont connues, il suffit de les exploiter convenablement pour éviter le pire. Le développement d'une ville doit être contrôlé, planifié, encadré. Et à partir du moment où il y a cette absence de planification, de développement, donc en fait aujourd'hui, Kinshasa se développe de manière spontanée. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'autorité pour vous dire construisez ici ou ne construisez pas ici. Donc on est là juste pour constater au moment où il y a des dégâts, mais qui vous a dit, il y a des gens qui ne savaient même pas que sur le bord de cette rivière-là, il y a des gens qui ont habité. Donc on est surpris de voir qu'il y a des gens uniquement au moment où on voit les conséquences. Donc on ne planifie pas et c'est ça le grand problème que nous avons. Déjà, on parle de catastrophes, de ce genre de catastrophes qui arrivent régulièrement à Kinshasa. Donc on devrait déjà avoir une structure technique qui est prête à faire face à ce genre de situations. La gestion de notre ville se fait vraiment par le haut. Et ce n'est pas bon. Une gestion devrait se faire par le bas, par les autorités les plus proches des populations, parce que si on doit attendre le gouverneur ou le président pour constater qu'il y a des constructions anarchiques dans une ville de 10 000 km², ce ne sera pas efficace. Donc il faut vraiment réfléchir sur la gouvernance de la ville, comment gérer la ville. Avec les prévisions météorologiques annonçant des pluies diluviennes sur la ville capitale et dans d'autres villes congolaises, il y a lieu de prendre des dispositions nécessaires pour prévenir et gérer les risques d'inondation en RDC. L'RDC est traversée par la ligne équatoriale. Le plus font partie de notre vécu et les inondations un corollaire. La question maintenant, est-ce qu'il y a lieu d'anticiper pour éviter le perte en vies humaines faisable selon cette chronique signée Edith Chala? Les inondations à Kinshasa ont toujours une allure dramatique, même si les pluies sont annoncées des jours avant. Kinlabel n'est pas la seule ville au monde qui est frappée par les crues des rivières. Les précipitations sont des phénomènes naturels, amplifiées depuis par le changement climatique. Elles sont imparables de ces points de vue. Mais à Kinshasa, plusieurs facteurs dus à l'homme se conjuguent parfaitement pour les favoriser. Le comportement personnel du Congolais n'est pas de nature à se mettre à l'abri de pareilles surprises. Tous les lits des rivières congolaises sont envahis par les constructions anarchiques. C'est récurrent et progressif à mesure que les villes grossissent, mises sous pression par la démographie. À cela s'ajoute une mauvaise gestion de l'environnement. Les bouteilles plastiques jonchent toutes les rues, elles tapissent les rivières et elles obstruent les canalisations. Lorsqu'il pleut, des ménages déchargent avec une telle insouciance les poubelles dans les canaux d'évacuation. En janvier 2024, le fleuve était déjà sorti de son lit. Les crues s'étaient fait ressentir jusqu'au beau milieu de Kinshasa. La cité du fleuve avait vu les hippopotames s'y installer. Des pluies d'une rare intensité s'étaient abattues sur Kinshasa la Belle. Pour que le fleuve déborde, d'autres villes du pays doivent connaître un nombre important de précipitations, notamment les villes en aval de Kinshasa. Le fleuve avait connu en ce moment 6 mètres de crue, record atteint en 1991. Les pirogues avaient encore traversé les grandes routes des communes de la Gombe, de Barumbo et de Limité. Le pont Lunda-Bouloulou a été lancé à cette hauteur sur la rivière Makelele en 1991 pour éviter qu'il ne soit submergé par les crues de la rivière. Les riverains aussi avaient été délocalisés pour Mpassa après l'aéroport de Ndjili. Quelques années après, l'État a oublié. Les sinistrés sont revenus sur les sites non aedificandi. Certains ont construit, d'autres ont revendu des parcelles. Aujourd'hui, ce sont des zones occupées qui attendent d'inondations et morts d'hommes. En 1970, les inondations de la rivière Makelele faisaient à peu près 50 morts. En octobre 2007, cette même rivière s'étalait sur 150 mètres de chaque côté de son lit, inondant plusieurs ménages. À l'époque, Kinshasa c'était le tiers de la population d'aujourd'hui. La démographie a galopé et sa pression
est allée vers l'est. La rivière Ndjili a perdu près de 80% de son lit. À titre illustratif, toutes les rizicultures des Kingabwa ont laissé place à des habitations. Même le fleuve n'est pas épargné par cette pression. La cité du fleuve, c'est le lit du fleuve qui a été rétréci avec l'entière bénédiction des pouvoirs publics. Comme si Kinshasa était en manque de terre. La baie de Ngaliema, c'est aussi le lit du fleuve qui est soumis à rude épreuve. Les ministères de l'urbanisme et habitat et celui en charge des affaires coutumières existent depuis des lustres. Ils regardent impuissants des cités qui naissent sur des zones non aedificandi. Ils accordent même des titres de propriété sur ces terrains. On se rappelle des règles lorsqu'il y a catastrophe, comme c'était le cas la semaine dernière. Les pouvoirs publics doivent sévir sans état d'âme, mais avec la raison. Les espaces aedificandi, c'est l'État qui les rend vivables. Tous les millions de Quinois ne doivent pas s'agglutiner autour des grandes artères qui existent. La rocade, qui est en construction, traverse encore des zones inhabitées. Les affaires foncières et l'urbanisme doivent anticiper l'arrivée certaine et massive des populations autour de la rocade. Le citoyen n'est pas exempt de tout reproche. Va à Mongafula, à la Gombe, à Lemba, bref, surtout Kinshasa, des sachets et bouteilles en plastique sont jetés partout. Des restes de nourriture pourrissent les rigoles, les poubelles directement balancées dans les caniveaux. Résultat, quand la pluie tombe, l'eau se crée des voies même dans nos parcelles sans autorisation, inonde nos maisons, véhicule des maladies hydriques et tue ceux qui sont prêts au dépourvu. Chacun peut participer à réduire les risques que l'hôtel des villes de Kinshasa et ses démembrements accélèrent l'écurage des caniveaux, structurent rapidement la gestion des déchets domestiques, parce que les pluies, elles, tomberont toujours et même plus intensément. Dans l'actualité également, prévenir et gérer le risque d'inondation, le ministre délégué à l'urbanisme ayant en charge la politique de la ville a proposé un protocole d'accord pour la gestion de crises naturelles. En l'écoute, il est au micro de Luzen Sakala. Mes très chers citoyens des villes, vous avez vu ces derniers temps, notamment entre le 5 et le 6 avril 2025, dans la ville de Kinshasa, c'est nos inondations qui ont causé beaucoup de pertes en vie humaine et des destructions matérielles. Que ce soit aussi dans la ville de Mujimai, Kolwezi et aussi à Lubumbashi, où nous avons connu un séisme alors que ce ne sont même pas des villes sismiques. Face à toutes ces situations, le ministère en charge de la politique des villes a établi un protocole de la gestion des crises naturelles qui consiste en fait un plan d'urgence face justement à ces problèmes que nous connaissons pour que nous puissions avoir une coordination de la réponse pendant la crise en toute période, que ce soit aussi au niveau des inondations. C'est pour ça que nous avons proposé la mise en place d'un protocole de gestion des crises naturelles ou d'urgence dans les cas d'inondation. Ce protocole définit en grande ligne les actions à entreprendre pendant une catastrophe. Il repose sur une stratégie de coordination de la réponse. Il est impératif de noter qu'un manque de coordination de la réponse conduit encore plus de chaos et de précarité pour les sinistrés. L'existence d'un programme de coordination de la réponse est primordiale non seulement pour la ville de Kinshasa, vue par sa taille, mais aussi pour les autres villes dans la République démocratique du Congo. L'une des solutions urgentes n'est pas que dans la prévention à travers la construction des infrastructures et la sanction de l'anarchie, mais elle est aussi et surtout dans la coordination de la réponse pendant la crise, c'est-à-dire la coordination des efforts de secours dont l'objectif est d'organiser les opérations de secours pour éviter la confusion et maximiser l'efficacité et fournir des secours immédiats aux populations affectées. Et les actions majeures pendant la crise, c'est l'activation de ces structures de crise, notamment appeler les institutions de secours à intervenir. Vous avez notamment la protection civile, armée, etc. Vous avez la coordination centralisée, vous avez le déploiement rapide des équipes de secours, l'utilisation des volontaires, la fourniture d'abris temporaires et aussi, notamment pour les sans-abri, distribution de nourriture, d'eau potable, déploiement des équipes médicales, répartition d'équipes d'hygiène, évacuation des populations et j'en passe. Le plus important, c'est surtout de pouvoir déclencher des alertes et notifications et avoir des centres de triage, des équipes de réponse d'urgence, des équipements et fournitures et l'évacuation et sauvetage. Il est important d'identifier les zones sûres, désigner des zones sûres pour l'évacuation, telles que les terrains plus élevés ou des écoles ou des centres communautaires, l'assistance médicale et abri, communication et coordination très important, notamment les réseaux de communication, établir des réseaux de communication pour coordonner notamment ces efforts et les opérations post-sauvetage, évaluation des dommages, réaliser des évaluations des dommages pour identifier les zones à construire ou à réhabiliter
les secours et récupération et débriefing. Le chef de l'État tient à la relance effective des activités de la MIBA, une délégation de cette entreprise de l'État congolais est dépêchée au Botswana pour s'inspirer de leur modèle. La délégation satisfait des échanges fruitiers qu'ils ont eus sur place. Malumbela. Ces échanges approfondis avec les acteurs du secteur minier du Botswana ont permis à la délégation congolaise composée, entre autres, des membres de la coordination des gestions des projets financiers de l'État pour la relance de la MIBA, de la direction technique de la MIBA, d'un député national élu du Kassai oriental et d'un expert du ministère des Finances, décerner les modèles de réussite exceptionnelle du Botswana dans le secteur des diamants, de s'en approprier et de les dupliquer en RDC pour une relance de la MIBA avec comme répercussion la croissance économique et la création d'emplois. Pour la coordonnatrice de cette unité de gestion des projets financiers de l'État pour la relance de la MIBA, Joël Kabena, la réussite de la relance de la MIBA va permettre de repositionner cette entreprise du portefeuille de l'État sur la liste des pays producteurs mondiaux de diamants et remettre la MIBA sur l'échiquier du poumon économique. Aussi faire de cette société un levier de la croissance conformément à la vision de développement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Botswana, placé premier producteur africain de diamants et deuxième au niveau mondial, l'appropriation et l'application du modèle botswanais dans la production et la commercialisation de cette pierre précieuse est une nécessité pour la RDC, a-t-elle conclu. Les représentants de la direction technique de la MIBA a, au cours de ces échanges, détaillé le fonctionnement actuel de son entreprise prête à travailler avec le partenaire susceptible d'améliorer ses capacités techniques d'exploitation et de sécurisation du polygone minier. Ceci prouve à suffisance que la réussite de la relance implique la mise en place d'une meilleure viabilité commerciale et la fluidité de la chaîne d'approvisionnement. La délégation congolaise s'est dite satisfaite de cette rencontre bénéfique pour mener à bon port ses projets de relance. Cette coordination UPG-MIBA s'aligne donc pleinement sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il faut rappeler que cette mission officielle fait suite à la participation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au forum économique organisé au Botswana en mai 2023, où il a insisté sur la nécessité de s'inspirer du succès du modèle économique botswanais dans l'exploitation et la commercialisation du diamant en vue de la relance des activités de la MIBA. Tout à fait autre chose. Unité nationale et protection de l'environnement, concept mené d'une journée de sensibilisation organisée à Kinshasa par le secrétaire général adjoint de l'UDPS, Joséphine Liondo. Ce meeting a été une opportunité pour le secrétaire général adjoint de l'UDPS, chargé des questions politiques, de parler de la nécessité d'appuyer les initiatives du chef de l'État visant la restauration de la paix. Deogracias Bizibou a également salué la détermination des FARDC et des patriotes Ouazalendo qui ne cessent de défendre l'intégrité du territoire national face à l'agression rwandaise. Pour lui, l'unité et la cohésion nationale demeurent le socle de tout. Actualité oblige, ce haut cadre du parti présidentiel a exhorté la population de Moamba sur l'importance et la nécessité de protéger l'environnement. Il a par ailleurs insisté sur l'usage des emballages en plastique. À la question relative à l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, Deogracias Bizibou a demandé à l'exécutif provincial d'aménager davantage des lieux pour les décharges publiques. À cela s'ajoute l'éducation civique à tous les niveaux afin d'épargner la ville des catastrophes naturelles comme les récentes inondations. Le secrétaire général adjoint chargé des questions politiques, Deogracias Bizibou, a souligné l'urgence d'agir afin de préserver les vies humaines et autres dégâts matériels enregistrés. Les présidents des fédérations des provinces du Congo central, Maniema, Kasaï central, Kwilu, Chopo, Équateur, Sud-Ubangi, ont rehaussé de leur présence à ce meeting. Question de démontrer leur implication à la demande du secrétaire général adjoint Deogracias Bizibou Balola. Ces chiffres avant de nous quitter. 20 tonnes de maïs remis à l'Académie militaire de Kananga dans le Kasaï central en guise de soutien au FARDC, dont de Onej Ntsele, présidente de l'ONG CDAID, fruit d'un long travail de femmes rurales de Demba, mobilisées pendant plusieurs mois.
C'est jeudi 10 avril 2025, l'Académie militaire de Kananga a reçu un important don des 400 sacs de maïs, soit 20 tonnes. Ces dons provient du Centre d'encadrement et d'aide aux initiatives des développements, CEDED en sigle, et est destiné aux nouveaux élèves officiers de cette prestigieuse institution. Ces gestes s'inscrivent dans le cadre de l'effort de guerre lancé par le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en réponse à l'agression injuste que subit notre pays, la République démocratique du Congo, de la part du Rwanda, sous couvert du M23. Madame Jenny Feza, coordinatrice nationale de CEDED, s'est exprimée au nom de la présidente de l'organisation, Madame Onej Ntselemimpa. Elle a réaffirmé l'engagement de CEDED à œuvrer pour le bien-être des populations, notamment à travers des actions concrètes sur le terrain. Ce geste s'inscrit dans notre engagement continu à contribuer au développement des secteurs clés, notamment l'éducation et la sécurité pour un avenir meilleur et prospère. Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre contribution et de témoigner de notre solidarité envers ceux qui se sacrifient pour la défense et la sécurité de notre nation. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités militaires, politiques et civiles. Le gouverneur de la province du Kasaï central a salué un geste fort et symbolique qui témoigne d'un véritable engagement citoyen. C'est le moment pour moi de remercier et de féliciter très sincèrement la fondation qui a pensé à remettre quelque chose à cette académie militaire. Il faut noter que cette action est le fruit d'un effort collectif, celui des femmes paysannes et des exploitants agricoles du territoire de Demba, mobilisés pendant plusieurs mois sous la coordination de leur présidente, Madame Onej Ntselemimpa. L'actualité reste en continu en français, en lingala, Chiluba, Swahili, Kikongo sur la RTNC et la RTNC.cd à toutes et à tous. Bon dimanche de Rameau catholique du monde entier. À très bientôt.